Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live. Je suis Dr Ismaël Hassani, hépatogastro-entérologue. Et sur cette page, comme vous l'avez bien remarqué, on ne parle pas que de la gastro-entérologie. Nous abordons tous les sujets en rapport avec la santé et le bien-être. Et ce soir, nous allons parler de la pilule ostroprogestative. Comprendre la pilule, savoir si elle est adaptée à toutes les femmes et évoquer également les risques, notamment un risque cardiovasculaire, parce que ce soir, nous aurons une cardiologue et un gynécologue avec nous, que je vais de ce pas inviter. Alors, Dr Ali Soutin et Dr Marina Kwesi. Dr Ali Soutin, Dr Mingou, bonsoir. Ornella, bonsoir. Bonsoir. Salut Doc, comment tu vas? Je vais bien, merci, et toi-même? Je vais super bien. Super. Alors, je vais chercher Marina. Alors, et ta journée, Pierrot? Je suis crevé, je t'assure. Je suis crevé, mais ça va. C'était une journée un peu lourde, mais bon, ça va, on gère. Ça va, et de Ben, ton côté? ça va, ça s'est bien passé. Sous la pluie de Dakar. Ah, c'est vrai qu'il peut là-bas, effectivement. Oui. Elle est Coucou avec nous. Doc, Hello, comment tu vas? Bonsoir, Marina. comment vous allez? Ça va et Ça va, toi? ça va. Tu es encore dans le rush, on dirait. Mon cher, tu connais les fins de journée. Mais je pense que c'est bon là. Ok, super. C'est bon? Tu es avec nous? Oui. Alors, Marina, c'est bon? Oui, c'est bon. Ben, c'est parfait. Ben, ok. bienvenue. Tu vas te présenter et puis après, je vais passer la parole à Pierrot. Donc, docteur Kwesi, même si on te connaît déjà, tu vas te présenter. Ok. Je te fatigue, je sais, je te fatigue. Mais bon, On dirait après, qu'il est au c'est bout pas de de sa Il vie. a vacances. dit qu'après ça, je vais en Oui, vacances. oui, 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 oui. Moi-même, j'autorise. Donc, ici, épouse Mingo. On ne t'entend pas. Désolée, j'ai eu un appel entre-temps. Donc, je disais, docteur Marina Kwesi, épouse Mingo, cardiologue au Sénégal, à Dakar plus précisément. Euh, C'est tout. Alors, Pierrot, est-ce qu'il est avec nous? Il est un souci de bonsoir. Bonsoir. Docteur Olympio, Ludivine, Andila, bonsoir. Alors, Pierrot, est-ce qu'il est avec nous? Alors, on attend qu'il nous rejoigne. On a du mal à avoir. Tu ne le reçois pas, Marina? Je ne t'entends pas. Marina? oui. Ah, ok, là, c'est bon. Je ne t'entendais pas. Je vais. Mais tu ne Ok. recevais pas Pierrot, non? Non, Pierrot est parti. Ok, là, c'est bon. Je Allô? pense que. Désolé, j'ai un petit souci de connexion.
Ok, bon, parfait. Alors, je pense qu'on en était où déjà? Présentation, tu te Alors, présentes. donc, moi, c'est docteur Pierre Ouaran Lissoutin, gynécologue obstétricien, donc actuellement basé au Bénin. Je suis responsable du service de maternité d'une clinique de la place, mais également le gynécologue référent pour Amami. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Donc, je suis référent au Bénin Non, pour tout ce qui est prise en charge. Vous m'entendez? là c'est mieux, oui. Ok, d'accord. Donc, gynécologue référent au Bénin pour Amami, qui est une plateforme de prise en charge de plus de conseils avec un appel gratuit avec les sages-femmes qui permet de gérer tout ce qui est santé sexuelle et reproductive des jeunes filles. Donc, c'est une plateforme qui nous permet d'entrer en contact avec les patients qui en ont besoin de manière totalement gratuite pour le moment. Et quand il y a un besoin de prise en charge gynécologique, je suis le référent pour le Bénin actuellement. Et également gynécologue bénévole pour une association de protection des femmes victimes de violences basées sur le genre, qui s'appelle Yatibo, donc qui lutte activement pour la protection de ces femmes. Et je vous invite massivement à nous rejoindre dans notre aventure et prendre en charge et protéger justement ces femmes qui sont dans des positions de vulnérabilité la plupart du temps. Donc Tu as voilà peut-être. un peu, Oui. pardon? Vas-y, désolé. Donc voilà un peu ce que je fais de mon temps libre. Voilà. Tu vas peut-être nous partager plus tard la Bien page. sûr, avec grand plaisir. Avec grand Oui. plaisir. Alors, on a perdu Marina, mais je pense qu'elle va nous rejoindre. Nous rejoindre un peu plus tard. Comme tu as la parole, je te pose la première question. Qu'est-ce qu'une pilule? On va faire très simple. Oui, Qu'est-ce qu'une pilule contre-progestative? contraceptif. Enfin, déjà, pour camper le débat, je vais donner des explications très terre à terre, très Mhm. simples. Et si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas, mais je vais essayer de te préciser. On ne va pas utiliser de mots trop techniques pour que je considère qu'on parle à un public non médical. Oui. Donc, je vais rendre ça de manière assez accessible, peut-être parfois trop accessible. Alors déjà, c'est quoi une pilule œstroprogestative? Une pilule œstroprogestative, déjà, c'est une méthode de contraception de manière générale. Donc, ça va faire partir de l'arsenal thérapeutique pour la contraception hormonale. Quand on dit œstroprogestatif, ça veut donc dire que ça associe deux molécules, l'œstrogène et la progestérone. Donc, cette pilule-là va, dans un premier temps, avoir un effet sur l'axe hypothalamo-hypophysaire. Bref, à un moment, ça va empêcher la grossesse par différents moyens. Le premier moyen sera donc d'empêcher l'ovulation. Ça va également rendre l'endomètre impropre à l'anidation. Donc, l'œuf, même s'il est fécondé, ne pourra pas s'unider au sein de l'utérus. Mais également, il y a une glaire cervicale qui va être épaissie et empêcher les spermatozoïdes de pouvoir accéder à cette œuf. Donc, en gros, ça va empêcher les grossesses, mais c'est également un autre effet qui n'est pas contraceptif et qui va être sollicité dans la prise en charge de différentes pathologies, notamment l'endométriose, l'anciennement appelé SOPK et tout ce qu'il y a autour. Donc voilà un peu ce que c'est une pilule progestative. Donc l'association d'œstrogène et de progestérone. De progestérone Oui. et de progestatif. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, tu as parlé des indications. Donc, à quel type de femme cette pilule doit être proposée? Donc, Alors cette pilule peut être proposée à toutes les femmes de la puberté, du début des règles, c'est-à-dire des ménages, du début des premières règles, jusqu'à la périménopause, on va dire. Pour peu qu'elles soient en bonne santé et qu'elles n'aient pas de contre-indications. Donc, ces contre-indications vont être quoi? Cardiovasculaires, donc pas de maladie cardiaque. Hépatique, pas de maladie touchant le foie ou pas de maladie carcinologique, donc éventuellement de cancer, que ce soit sur la patiente elle-même ou ses antécédents familiaux. Donc, en gros, c'est ça. Et alors, comment, en consultation, par exemple, comment choisis-tu une pilule pour une patiente? En Alors, consultation, comment ça se passe classiquement? ce qui est intéressant pour les pilules, c'est que tu n'as jamais la même pilule pour toutes les patientes. C'est vraiment au cas par cas. C'est par profil. Une patiente qui va venir juste pour un désir de contraception, qui a un IMC. Donc, par IMC, je n'ai pas envie d'utiliser des termes qui peuvent être un peu discriminants. Une patiente qui a une corpulence, une morphologie normale, qui n'a pas de facteur de risque avéré, connu, tu ne vas pas lui prescrire la même pilule qu'une patiente qui a une obésité, qui a déjà des antécédents de cancer, de facteurs de risque cardiovasculaire connus. Donc, le premier temps,
c'est l'interrogatoire, qui va constituer en fait le socle même de ta prescription. Et dans l'interrogatoire, tu vas rechercher tous les éléments qui peuvent orienter la décision de la pilule que tu vas lui prescrire. Et je leur dis toujours, il n'y a pas une pilule pour tout le monde. Il y a la pilule pour la bonne patiente. Donc, c'est vraiment l'interrogatoire et discuter avec les malades essentiellement. Donc, il s'agit d'une contraception personnalisée en fonction de l'âge, Personnalisé. Ah, des antécédents de la patiente. exactement. Et oui, tu voulais ajouter quelque chose? Donc, on parle aujourd'hui de contraception à la carte. Oui. Et en dehors de la contraception, est-ce qu'il y a Oui, des bénéfices de la pilule en bien dehors de la sûr. contraception? Oui. Et quels sont En ces dehors de bénéfices? en dehors de la contraception, la pilule va permettre de régulariser les cycles. Chez les femmes qui ont des troubles du cycle, généralement, la pilule va permettre donc de réguler ces cycles-là. Celles qui ont des ménorrhagies, c'est-à-dire des écoulements sanguins abondants, ça va permettre de réduire ces écoulements, ça va permettre de réduire également les douleurs liées aux règles, ce qu'on appelle classiquement les dysménorrhées. Ça, c'est pour tout ce qui est cycle menstruel. Pour les patientes avec de l'acné ou de l'hirsutisme, c'est-à-dire des signes d'hyperandrogénie, des signes de masculinisation, selon le type de pilule qu'on prescrit, on pourra agir sur ces effets. On a également un effet de réduction sur les kystes fonctionnels, mais l'effet le plus important que malheureusement beaucoup taisent, c'est que la pilule protège du cancer. Contrairement à ce qui circule, la pilule protège du cancer, notamment du cancer de l'ovaire et du cancer de l'endomètre, avec une réduction allant entre 30 et 50%. Et ce, de manière durable, même après l'arrêt de la pilule. Et ça, on n'en parle presque pas. Je vais Donc, ajouter une réduction du risque du cancer colorectal aussi. également, effectivement, c'est vrai que les dernières recherches ont mis en évidence que le colorectal également fait partie de ça. Donc, on va pouvoir utiliser également la pilule pour réduire tous les symptômes liés à l'endométriose, surtout les symptômes douloureux. Euh, Marina, on a parlé de risques, d'antécédents. Du point de vue cardiovasculaire, qu'est-ce qui distingue la pilule oestroprogestative des autres méthodes de contraception? Donc, quand on parle de pilule œstroprogestative, on note qu'il y a l'œstrogène et un progestatif. Donc, c'est l'œstrogène qui est ici présent, qui, on va dire, agit sur tout ce qui est hémostase et dans un sens de procoagulation, donc c'est-à-dire pour favoriser de la coagulation. Donc, les études l'ont montré. Maintenant, les risques, c'est des études qu'on utilise qui se font sur des populations variées, notamment les populations des pays développés. Donc, on a un risque qui peut être thromboveineux. Donc là, c'est les patients qui peuvent présenter des, des maladies, la maladie veineuse thromboembolique, à savoir ici la thrombose, la phlébite en fait, c'est quand on a un caillot qui est coincé dans sa veine au niveau des membres inférieurs, ou alors une embolie pulmonaire. Il faut savoir qu'on a ici, c'est les artères pulmonaires, donc c'est les artères qui irriguent les poumons, et il peut y avoir un caillot qui est bloqué à ce niveau, ça peut donner l'embolie pulmonaire. Maintenant, les méta-analyses sont pas, on va dire qu'elles parlent de risques. On a plusieurs types de risques. On parle du risque relatif. En gros, selon les méta-analyses, par exemple, dans le risque relatif, on va vous dire que la pilule peut augmenter environ de 4 fois le risque de maladie veineuse thromboembolique. Mais si on doit se baser sur les chiffres, c'est-à-dire quand on utilise la population, on se rend compte qu'en fait, on a une augmentation, par exemple, sans pilules. Elles étaient à 2. Une dernière étude qui a été faite sur une population danoise en 2025, qui est parue en 2025, disait qu'elles étaient à 2. On avait 2 cas de maladie veineuse thromboembolique sans pilule. Et lorsqu'on leur a donné, bon, je dis pilule, mais c'était toutes les contraceptifs qui contenaient de l'œstroprogestérone. Donc, quand on leur a donné, au bout du temps, on a retrouvé qu'il y en avait 10 autres, donc 8 qui se sont ajoutés. Donc là, on va partir en gros sur un profil de 8 sur 10 000 patientes. Donc, vous voyez que, je ne sais pas comment l'expliquer, mais le risque n'est pas énorme, contrairement à quand on dit 4 fois. Parce que quand on dit à quelqu'un 4 fois plus, il s'imagine que, par exemple, ça peut être, je ne sais pas moi, 4 fois 1000 ou 4 fois 2000. Alors qu'en réalité, voilà, le risque passe quand même, disons que c'est 8 en plus de ce qu'on avait.
Mais quand on prend aussi, on a aussi le deuxième aspect, c'est que sur le risque ischémique. En gros, là, cette fois-ci, c'est nos artères. Et nos artères, les principales complications, c'est l'AVC ischémique et l'infarctus du myocarde. Donc, pareil, là, par contre, le risque relatif est multiplié par 2. Et si on parle en termes de chiffres exacts, c'est, disons, environ 2 sur 10 000 patientes années. D'accord? Donc, moi, je pense que c'est des chiffres, d'accord? Et je crois que c'est à cause de ça qu'il faut bien screener les patientes qui vont être mises sous pilule œstroprogestative ou contraception œstroprogestative. D'accord? En dehors de ça, on a la dernière, qu'on essaye actuellement de limiter comme on peut, c'est l'hypertension artérielle. Les anciennes pilules, en fait, elles étaient très dosées. Et actuellement, on les retire du marché. Je ne sais pas si dans nos pays c'est effectif, mais c'est retiré du marché progressivement et on a des pilules qui sont microdosées. Et grâce aux pilules microdosées, on a quand même vraiment une réduction de l'hypertension artérielle. C'est vraiment une élévation non considérable comparée aux anciennes générations. Donc voilà un peu pourquoi est-ce que du point de vue cardiovasculaire, on fait cette distinction quand même avec la pilule œstroprogestative, mais comme le docteur Pierrot l'a dit, c'est vraiment là qu'on appelle le personnel médical à bien screener les patientes qui seront éligibles à la pilule œstroprogestative. Merci Marina. Alors, Pierrot, dis-moi, est-ce que toutes les pilules œstroprogestatives présentent le même risque de thrombose? Alors, non. Pourquoi? Quand on dit pilule œstroprogestative, je l'ai dit, c'est l'œstrogène et la progestérone. L'œstrogène qui est le plus souvent utilisé, c'est de l'éthényl-estradiol, qui est de l'œstrogène naturel. Ce qui va réellement changer, c'est le type de progestatif qui est utilisé. On retrouve essentiellement 3 grands groupes, 3 grandes générations de progestatifs qui ont évolué dans le temps, sur lesquels il y a eu des études. On se rend compte aujourd'hui que les progestatifs de deuxième génération sont les progestatifs les plus sûrs avec un risque thrombotique moyen. Ce qui fait qu'une pilule œstroprogestative avec de l'œstrogène et un progestatif de deuxième génération présente un profil thrombotique moins dangereux qu'une pilule avec de l'œstrogène et un progestatif de troisième génération de première génération. Donc, en réalité, ça dépendra du type de progestatif qui sera utilisé dans la pilule œstroprogestative. Donc, non, toutes les pilules œstroprogestatives n'ont pas le même risque de thrombose. Et si on va même aller plus loin, le risque de thrombose hors contraception est de 2 sur 10 000 femmes par année. C'est-à-dire, on prend 10 000 femmes sur l'année, sans pilule, sans rien, tu en auras 2 qui vont te faire un accident thrombotique. Chez les patients donc, qui vont prendre la pilule, ce risque va passer à environ 7 à 9, je crois. Alors que la grossesse, sans pilule, on avait 9 cas pour 10 000 femmes par année. Ce qui veut dire que la grossesse présente un risque thrombotique plus élevé que la pilule. Donc, au fond, ce n'est même pas la pilule le problème en réalité. Ce sera tout ce qu'il y a autour de la patiente. Donc, le risque est lié plutôt à une association de facteurs. Exactement. Et alors, tu as parlé tout à l'heure de cancer. On a lu aussi sur la toile, il y a un risque, voilà. on attend tellement de choses sur la pilule. Un peu trop, je trouve. Les gynécologues aujourd'hui sont venus se défendre. Ah oui, oui. Ils défendent le cas, j'en suis sûre. C'est pas pour rien on a choisi Dr Pierrot. Donc, Pierrot, dis-nous, est-ce que la pilule œstroprogestative augmente le risque de certains cancers? D'accord. Alors, avant de commencer, oui. Et si oui, quels sont les cancers concernés? Bon, ok. On va faire ça de manière très, très simple. Oui. Et je pose la question également à ceux qui sont dans le live. Entre l'avion et la voiture, vous avez plus peur de quoi? Alors, répondez. Je commence déjà par vous. Le moyen le plus sûr, c'est l'avion. Le moyen le plus sûr, c'est l'avion. Oui. Pourquoi? Alors, pourquoi? Grosse question.
Pourquoi? Aucun des deux n'était. En réalité, tout le monde dirait l'avion parce qu'on a plus peur de l'avion. Pourtant, effectivement, la voiture tue plus que l'avion. Oui. Pourquoi ça ne nous fait pas peur? Parce que tous les jours, on est habitué. On voit ça tous les jours, ça ne nous dit plus rien. Mais aujourd'hui, un crash d'avion, ça fait la une des journaux, tout le monde en parle. Ça grossit le truc. De la même manière, on lit sur les réseaux aujourd'hui essentiellement que la pilule progestative classée, quoi? Groupe numéro 1 du cirque, nanani, nanana. D'accord. Il n'y a pas de souci. C'est vrai. Cette classification existe depuis 1999. Aujourd'hui, on est en 2026 et pourtant, les gens le ramènent sur la toile. Pourquoi? Effet sensation, faut rebondir dessus et tout ce qu'on sait en sourdine. Mais en réalité, qu'est-ce que les études ont montré? Je reviens sur ce que Dr Marina a dit. Il y a ce qu'on appelle le risque relatif et le risque absolu. Le risque relatif, c'est lorsqu'on va comparer deux populations. Une population qui prend la pilule, une population qui ne prend pas la pilule. On compare la survenue de cancer, on se retrouve à un risque relatif de 1,2, ce qui veut dire qu'on a une augmentation de 20%. C'est énorme, n'est-ce pas? 20%, c'est beaucoup. En risque absolu, qu'est-ce que ça donne? Le risque absolu, on a un chiffre de base sans pilule de 0,07% de survenue de cancer sans pilule. Avec la pilule, et cette augmentation de 20%, on passe à 0,09, donc moins de 1%. Donc, sur 100 femmes, vous avez moins d'une femme qui va développer un cancer à cause de la pilule. C'est pareil pour quand, voilà, le loto. On a une chance à peu près sur 20 millions de gagner au loto. Des gens jouent au loto, hein. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà gagné. Mais si demain, on vous dit, oui, aujourd'hui, vous avez 200% de chances de gagner au loto. De 1 sur 20 millions, on passe à 1 sur 10 millions. Ça reste insignifiant. Et c'est pareil pour cette histoire de augmentation de 20% de pilule. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Là, je vais vous donner les chiffres. Il y a certaines études dernières, en 2025 et 2024, dans une UK, qui ont remarqué que sur une prise de 10 ans, chez une patiente de 20 ans, on passe de 7 cas sur 10 000 femmes par année à 9 cas sur 10 000 cas par année pour une utilisation de 10 ans. Chez les femmes de 30 ans, on passe de 49 à 64. Et même chez les femmes de 40 à 49 ans, on a un risque de 2,02% avec la pilule. Sachant que sans la pilule, après la ménopause, le risque de survenue de cancer est de 2,4%, même sans la pilule. L'un dans l'autre, c'est pour dire que cette histoire de cancer, de pilule qui donne le cancer, qui augmente le risque, c'est vrai. Il y a un surrisque, mais ce surrisque, en réalité, est modéré. On parle d'une augmentation de 20%, c'est réel. Mais 20% de 0,07, on se doit à 0,09, donc toujours moins de 1%. Donc, quand tu fais la balance bénéfice-risque, survenue du cancer durant toute la vie de la patiente, l'impact de la pilule est négligeable. Et là, je parle bien sûr des patientes qui ne présentent pas de contre-indication ou d'antécédents connus de cancer. Et ce surrisque-là intéresse essentiellement le cancer du sein. On a également un surrisque dans les mêmes proportions pour le cancer du col. Mais pour le cancer du col, il faut une condition. Il faut qu'il y ait une infection persistante à l'HPV. C'est-à-dire, pilule seule sur le col n'aura pas forcément un surrisque. Mais pilule plus infection persistante au HPV augmente quand même la survenue d'un cancer du col. Donc aujourd'hui, les études ont été claires. On a un surrisque de 1,2 en risque relatif sur le cancer du sein et sur le cancer du col, chez les patients qui ne présentent pas de facteurs de risque. Ça, c'est vrai, c'est avéré, il n'y a pas de débat dessus. Maintenant, sur le cancer de l'ovaire, avant même de passer aux effets protecteurs, toujours sur le cancer du sein, alors c'est un effet qui va être dose dépendante et durée dépendante. Mais il faut savoir que dès qu'on va arrêter la pilule, sur les 5-10 ans,
on revient à l'état naturel comme si on n'avait jamais pris de pilule. C'est-à-dire que ce risque-là n'entraîne pas de lésions qui continuent dans le temps. C'est une condition qui se crée à l'utilisation actuelle. Dès qu'on arrête sur les 5 et 10 prochaines années, le risque, que ce soit relatif ou absolu, redescend et revient à celui d'une femme qui ne prend pas de pilule. Concernant maintenant les effets protecteurs sur les cancers, on aura une protection pour le cancer de l'ovaire et pour le cancer de l'endomètre. Et cette protection va durer des décennies, même après l'arrêt de la pilule. Donc, pour l'association cancer-pilule, ce risque grossit par les médias sur le sein et le col, mais protecteur sur l'ovaire et sur l'endomètre. Donc, voilà un peu. Et pour un peu titiller, est-ce qu'il y en a qui savent quels sont les autres éléments qui font partie de ce fameux groupe 1 du cirque? Dépendez. Alors, je suppose, je donne un exemple. Donc, une femme Oui, qui prend une pilule depuis plusieurs années, oui. qui a peur, justement, parce qu'elle a lu ces informations, qui a peur du cancer, qu'est-ce que tu lui diras? Est-ce qu'elle doit arrêter? Qu'est-ce que tu lui diras si elle te fait part de sa crainte, si tu veux? Alors, si elle ne fait pas de sa crainte, je lui demanderai concrètement c'est quoi la crainte? D'avoir le cancer Oui. ou que la pilule crée le cancer? L'un dans l'autre, sans la pilule, elle peut avoir le cancer. De toute façon. Est-ce que la pilule augmente le risque aujourd'hui? Oui. Ce n'est plus un débat. Mais par rapport à son profil, si on a pu arriver à prendre cette pilule, c'est parce que c'est ce qui lui correspond le plus. Je lui dirais également qu'elle n'a pas à s'en faire, qu'elle n'a pas à craindre la pilule, parce que le fond du problème, ce n'est pas la pilule, mais il s'agira surtout de cette comorbidité. Et de la même manière, je profiterai pour lui expliquer que ce qu'elle lit sur Internet en réalité, ce n'est pas que la pilule entraîne le cancer, mais qu'en réalité, aujourd'hui, on a des études avec des niveaux de preuves suffisamment élevés qui nous disent qu'il y a un lien entre la pilule et le cancer. Mais ça ne veut pas dire qu'elle aura le cancer. En réalité, cette classification du cirque, c'est juste pour les niveaux de preuves scientifiques. Le groupe 1, c'est des substances pour qui le lien est avéré. Le groupe 2 est séparé en deux, donc probablement cancérigène, possiblement cancérigène, et le groupe 3 qui est inclassable. Donc en réalité, le groupe 1 veut juste dire on a des preuves suffisantes. Ça ne veut pas dire que ça donne le cancer systématiquement. Alors, il y a une question, Pierrot. Pourriez-vous nous expliquer le saignement, donc spotting, qui apparaît chez les femmes qui prennent la pilule? Alors, ça dépendra du type de pilule. Et ça dépendra déjà de l'état de l'endomètre au moment où elle a commencé la pilule, ce qui nécessite donc un examen, éventuellement une imagerie. Et c'est fréquent chez les femmes dans les 3 premiers mois, dépendamment du type de pilule, qu'il y ait des spottings. Quand je prends l'exemple d'une patiente qu'on va mettre sous progestatif, par exemple, ça va entraîner ce qu'on va appeler une décidualité. Non, de manière très simple, ça va amincir l'endomètre. Et justement, cet amincissement-là, à un moment, peut faire saigner. Il va entraîner des spottings, pas forcément des saignements abondants. Il va entraîner des spottings qu'on va essayer de corriger avec d'autres molécules. Parfois, on est amené à remettre de l'estrogène, si ce n'est pas œstroprogestatif, de mettre de l'estrogène juste pour faire pousser l'endomètre, histoire d'arrêter les spottings, ou de mettre des anti-inflammatoires. En tout cas, il y a tout un arsenal thérapeutique derrière pour encadrer ces spottings. Mais ça ne veut pas dire que la pilule ne marche pas. Ça ne veut pas dire qu'elle ne supporte pas la pilule. Ce sont des effets secondaires qui sont attendus et qui aujourd'hui sont très bien gérés par le gynécologue. Okay. Très bien. Et il y a M. Koulibaly qui demande, est-ce à dire que la pilule est sans danger? Alors, j'ai envie de te demander si respirer est sans danger. Non. Il n'y a rien qui est sans danger. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on ingurgite, tout ce qu'on mange a forcément un risque sur une maladie ou une autre. Je ne te dirais pas que la pilule est sans danger, mais je te dirais aujourd'hui que les études ont été claires et que la balance bénéfice-risque penche beaucoup plus vers les bénéfices pour ce qui est de l'utilisation de la pilule, à condition de respecter les conditions de prescription. Très bien. Alors, tu as évoqué bénéfice-risque. Je vais tout faire notre chère cardiologue, Marina, entre risque de thrombose, risque cardiovasculaire. Comment évaluer le rapport bénéfice-risque chez une femme? Donc,
on utilise, pour évaluer le bénéfice risque chez une femme, on utilise ce qu'on appelle le MEC. Donc, en gros, on va se baser sur plusieurs choses. On va d'abord chercher, il faut d'abord clarifier une chose, c'est qu'on ne prend pas la pilule isolément. Il faut savoir que c'est l'effet de la pilule, donc le risque de la pilule, plus le risque de base de notre patiente. Et associé à tout ça, chez nos patients qui ont des pathologies cardiovasculaires, on veut aussi savoir qu'est-ce que cette grossesse non planifiée peut avoir comme risque. Donc, c'est le tout qu'on va juger, d'accord? Donc, quand ça concerne le risque de la maladie veineuse thromboembolique, c'est de savoir si notre patient a un antécédent de maladie veineuse thromboembolique, de savoir s'il a une thrombophilie, si elle a une thrombophilie, si elle a fait un accident de la maladie veineuse thromboembolique durant la grossesse, si elle a des antécédents familiaux, s'il y a un cancer actif, si elle est immobilisée ou pas. Donc, grosso modo, ce sont ces risques-là qu'on va regarder. Quand on va prendre maintenant du côté ischémique, on va chercher les risques cardiovasculaires qui peuvent être associés. Ici, c'est la pression artérielle. Donc, mesurer la pression artérielle, si elle a une hypertension artérielle qui est connue, si l'hypertension artérielle est contrôlée, si l'hypertension artérielle n'est pas contrôlée, si on a des chiffres qui sont élevés au cabinet. En dehors de ça, on va ajouter le tabac. Donc, chez les patientes, les femmes qui sont tabagiques. On a également l'obésité, la dyslipidémie importante, le diabète. Oui, grosso modo, on va dire que c'est à peu près ça. D'accord? Et on associe ces risques et il faut savoir qu'on ne les prend pas isolément. C'est-à-dire que, par exemple, on ne va pas dire elle est obèse, on ne peut pas lui donner de pilule progestative. C'est vraiment un combo qu'on va utiliser. Je suppose que j'ai une femme jeune, une femme de plus de 35 ans qui fume plusieurs cigarettes par jour, plusieurs paquets à l'année, depuis plusieurs années, qui est diabétique par exemple, qui est hypertendue, ou qui a un antécédent d'infarctus ou un antécédent d'AVC ischémique. C'est ce genre de femme. Si je fais mon rapport bénéfice-risque et que je vois par exemple que j'ai plus de risques que de bénéfices, j'aurais tendance à proposer à son gynécologue de lui proposer une autre contraception. Idéalement à la progestérone, que ce soit les implants, le DU à la progestérone ou alors l'implant, le DU ou le patch aussi, je pense. Donc, voilà. Et c'est ça qu'on regarde. Donc, il faut savoir que nous, nos patients, chez une femme qui est jeune, qui n'a pas de facteur de risque, on ne s'inquiète pas. On ne se pose pas cette question. Donc, c'est plus les patientes, comme je dis, qu'il faut bien screener, bien évaluer afin de faire le point. Merci Marina. Alors, si on comprend bien, Pierrot, il y a des femmes chez qui la pilule oestroprogestative pourrait être contre-indiquée. Exactement. Et quels sont ces types de femmes et quelles sont les alternatives? Elle a évoqué quelques méthodes contraceptives en dehors des pilules. Mais tu nous diras en consultation, qu'est-ce que tu fais d'habitude? Alors, ça dépendra du réel besoin de la patiente. Est-ce un besoin contraceptif ou un besoin thérapeutique? On va aller sur le volet purement contraceptif. Donc, chez une femme qui va présenter plusieurs facteurs de risque, notamment, comme Dr Marina l'a cité, les antécédents de thrombose veineuse, que ce soit veineux ou artériel, l'obésité, les migraines, avec ou sans aura, l'hypertension artérielle non contrôlée, le tabagisme, surtout si elle a plus de 35 ans, ou si elle a des antécédents personnels ou familiaux de cancer, on ne va pas aller vers les pilules œstroprogestatives. Même chez les patients qui ont subi une chirurgie majeure avec un allaitement prolongé, on ne va pas pouvoir le mettre à cause du risque, notamment thrombotique. Quelles sont les alternatives qu'on a? On a toujours les progestatifs. Parce qu'en réalité, le nœud du problème, c'est l'œstrogène. On va juste sortir l'œstrogène de l'équation, lui proposer des progestatifs. À partir de là, qu'est-ce qu'on a? On a les pilules progestatives, on a les implants, on a les stérilés hormonales, donc qui va contenir de la progestérone. On lui proposera simplement des méthodes mécaniques et celle qui est la référence, ce sera les stérilés au cuivre.
parce que de vous à moi proposer les préservatifs aujourd'hui, Même on les sait. cardiologues ne sont pas d'accord. C'est Ah, pas du tout fiable. Surtout quand tu as une préservatif, patiente chez oh, qui la grossesse n'est vraiment pas la bonne chose à avoir. oui, c'est une cardiopathie décompensée, elle devrait pas tomber enceinte. Il y a Nous des arrange patientes, pas du tout. c'est même pas la peine. On peut aller jusqu'à proposer une stérilisation définitive, une ligature section des trompes, dépendamment du terrain. Mais l'idée, c'est de sortir de l'équation ce sujet qui va entraîner les thromboses, notamment les estrogènes. En gros, c'est un peu ça. Donc, ce sera vraiment profil dépendant à la carte, quoi. Ok. Alors, Marina, dans quelle situation, en tant que cardio, souhaites-tu qu'un avis cardio soit donné avant de prescrire une pilule oscoprogestative? Et est-ce que d'habitude ça se fait? Parce que est-ce que tu reçois souvent des patients de la gynéco qui demandent un avis cardio avant de mettre la patiente sous contraception orale? Donc, bon, je vais commencer déjà par éliminer les grosses indications. Donc, je dirais tout ce qui est CMPP, tout ce qui est cardiopathie congénitale. Dis-nous. Excusez-moi, c'est la cardiomyopathie du péripartum. Je suis désolée, c'est une cardiopathie. Je pense que j'en ai parlé une fois sur Cœur sans frontières. C'est une cardiopathie qui survient durant la grossesse ou dans le postpartum et qui se manifeste essentiellement par de l'insuffisance cardiaque chez une femme qui a accouché ou qui est en fin de grossesse et qui est réversible lorsqu'elle est bien prise en charge. D'accord? Sauf que un des piliers du traitement, c'est la contraception. Il ne faut surtout pas que la patiente contracte une grossesse parce que c'est la grossesse qui lui a donné cette insuffisance cardiaque. D'accord? Donc, la CMPP, c'est un facteur de risque. Et d'ailleurs, c'est un facteur de risque où le cardiologue ne doit pas rester neutre. Il dit à la patiente qu'elle doit éviter une grossesse, mais il doit participer en lui disant quel genre de contraceptif elle peut prendre, en faisant le bulletin, en contactant un gynéco si c'est possible, ou en renseignant correctement le bulletin. Donc, c'est vraiment pas quelque chose où on est neutre. Il faut qu'on soit impliqué. Donc, en dehors de ça, comme je disais, il y a les cardiopathies congénitales. Il y a des cardiopathies congénitales simples, comme il y en a des complexes. Généralement, quand les gens voient cardio, ils envoient, ils n'hésitent pas, hein, que ce soit simple ou complexe, jusqu'à ce qu'on fasse le point. D'accord? On a également les valvulopathies. On en a quand même beaucoup hein, dans nos contrées. Et si je prends la sténose mitrale qui donne beaucoup de fibrillation atriale, qui est un trouble du rythme, qui peut se compliquer de thrombose. Donc, c'est pour ça, il serait bien que on contacte quand même un cardiologue à cet effet. Et en dehors de ça, maintenant, c'est tout ce qu'on a cité déjà, hein, la coronaropathie, donc tout ce qui est infarctus, les AVC, quoi d'autre. Moi, j'insiste beaucoup sur la pression artérielle parce que je pense que c'est le B à bas. Prendre une tension artérielle à une patiente, ne pas banaliser des chiffres qui vous semblent normaux ou qui vous semblent pas trop graves. Ne pas hésiter à consulter, à envoyer la patiente consulter un cardiologue avant de prescrire la contraception. Et même si on veut mettre une autre contraception, parce que je suppose que la personne a fait le bon choix, bien sûr, bah quand même détecter, faire diagnostiquer la patiente, quoi, qu'elle soit suivie, parce que, comme on disait tout à l'heure, le but, c'est pas d'attaquer une pilule, d'attaquer un médecin, d'attaquer, je sais pas, mais c'est vraiment de prendre le patient dans sa globalité, en fait. C'est d'assurer au patient une bonne santé, une meilleure santé et de faire en sorte qu'il ait un meilleur risque cardiovasculaire. En fait. Voilà, un meilleur état cardiovasculaire. Donc, grosso modo, c'est ça. Et si on revient maintenant sur tout ce qui est thrombophilie, maladie thrombo-veineuse à répétition, je pense qu'on n'est pas les seuls. Ne pas hésiter à voir les internistes, ne pas hésiter à contacter des hématos. Vraiment qu'on pense tous prise en charge multidisciplinaire. Tout le monde est impliqué. Et on s'organise pour que la patiente ait, comme je dis, tout ce qu'il faut. C'est pas juste la pilule est bien pour elle ou pas, mais derrière, c'est son risque cardiovasculaire à elle. Et aussi, est-ce qu'une grossesse non planifiée dans son état de santé lui est bénéfique ou pas? Donc voilà, c'est ce que j'aurais dit. Et oui, c'est tout. Donc la contraception
Enfin, on ne choisit pas en fonction de son efficacité. Donc, on prend en compte la femme, c'est-à-dire son âge, ses antécédents et ses facteurs de risque, notamment cardiovasculaires. Mhm. Et Pierrot, il y a des Oui. questions. Il y a des questions. Les pilules non, les pilules progestatives à elles seules sont-elles efficaces? Si oui, pourquoi ne pas juste éliminer les pilules combinées? C'est une question très intéressante. Alors, les pilules progestatives sont déjà largement utilisées, hein. Ça existe déjà uniquement progestatives et on les utilise pour différentes indications, surtout pour l'acné. Je n'ai pas envie d'appeler de nom commercial, mais ça existe et on l'utilise. Pourquoi ne pas juste supprimer les ovoprogestatifs? Question plus ou moins pertinente, mais en réalité, en supprimant l'œstrogène, on perd également le bénéfice de l'œstrogène. L'œstrogène dans la pilule va faire quoi? C'est ce qui va permettre de mieux gérer le syndrome prémenstruel. Ça a un impact sur l'acné et l'hirsutisme. On a même remarqué que ça arrive à diminuer le risque de l'impact dépressif parce que les pilules entraînent de manière générale des troubles de l'humeur, des troubles de la libido, avec parfois des dépressions qui sont signalées. Mais ces conséquences-là sont encore plus marquées avec les progestatifs seuls. Premier point. Deuxième point, alors avec les progestatifs uniquement, l'endomètre est instable, ce qui va entraîner des spottings réguliers, des cycles qui sont imprévisibles, un syndrome prémenstruel qui va être un peu plus marqué que lorsqu'il y avait l'œstrogène. Alors qu'avec l'œstrogène, on a les deux séquences. On a la séquence d'œstrogène, la séquence de progestérone. Ça permet d'équilibrer le cycle, d'équilibrer, de stabiliser l'endomètre, d'avoir un cycle qui est prévisible, d'avoir un certain confort pour la patiente parce que quand elle n'est pas confortable avec l'utilisation, il y a une mauvaise prise. Donc, quand elle sait que, OK, je dois prendre 21 jours, je m'arrête, je sais que j'ai mes règles, je reprends, il y a un certain confort, une certaine habitude qui s'installe et qui fait que la prise est régulière. Mais lorsque tu dois prendre ta pilule, qu'aujourd'hui, tu te réveilles, tu as des spottings, 2 semaines après, ça reprend, il faut mettre des traitements, ça fait que finalement, on pense que la pilule a échoué. Mais en réalité, la pilule n'a pas échoué, c'est juste un des effets secondaires. Donc, aujourd'hui, les pilules progestatives existent et sont utilisées, mais les pilules progestatives gardent aussi leur place avec leur intérêt et tout ça, dépendamment du profil. Et il y a une autre question qui demande, mais pourquoi certaines femmes prétendent être intolérantes au stérilet et d'autres prétendent être tombées enceintes sous stérilet? Alors, question pertinente, mais je ne vais pas dire prétendre parce que chaque femme a son vécu. Si elle dit qu'elle le vit comme ça, elle ne prétend pas. C'est ce qu'elle ressent, c'est ce qu'elle vit et on respecte totalement. Ce qu'elle appelle aujourd'hui une intolérance au stérilet, c'est de savoir qu'est-ce que tu ressens qui te fait dire que tu es intolérante. Parce qu'une chose est sûre, le stérilet augmente les crampes menstruelles, augmente les dysménorrhées, augmente le flux sanguin. Alors, est-ce que ce sont ces éléments-là qui sont accrus depuis que tu as le stérilet et qui fait que tu ne le supportes pas? Si elle te dit oui, alors qu'est-ce qu'on peut faire pour gérer ces effets secondaires? S'il y a des moyens de gérer, on le gère. Si on ne peut pas, on changera juste de méthode. Juste qu'elle, pour elle, elle ressent un inconfort à utiliser cette méthode, tout simplement. Elle ne prétend pas qu'elle est intolérante. C'est pas non plus qu'elle est intolérante, mais juste que les effets secondaires chez elle ne lui permettent pas de continuer avec la même méthode. Et ça, on respecte. Celles qui sont tombées enceintes sous stérilet, c'est anecdotique, mais c'est réel. Personnellement, j'en ai aussi vu. Mais la seule cause, c'est que le stérilet a été déplacé ou le stérilet a été mal placé, tout simplement. Parce que quand tu vois l'action en réalité du stérilet, c'est d'entraîner. Déjà, le stérilet n'agit pas sur l'ovulation, donc il y a bien un œuf il y a bien ovulation. Le stérilet est censé détruire une partie des spermatozoïdes quand il est efficace. Il est censé entraîner un endomètre qui est impropre à la nidation. Donc, si malgré ça, le spermatozoïde arrive à rejoindre l'œuf, à avoir fécondation, c'est qu'il y a un problème au niveau du stérilet. Ça peut être des stérilets qui sont périmés, des stérilets qui sont mal insérés, qui ont été déplacés au cours de beaucoup de choses, tout simplement. Et généralement, le stérilet, même si le spermatozoïde arrive à passer à féconder l'œuf, généralement, c'est une grossesse extra-utérine, pour peu que ça marche. Mais c'est des cas qui sont réels, qui sont avérés. Il n'y a pas de problème, ça existe, mais ça reste quand même anecdotique. De la même manière qu'on peut gagner au loto 1 sur 20 millions de fois. Et alors, toujours Pierrot, hein,
Docteur, est-ce que selon Oui, vous, non, quel est selon vous le contraceptif avec le moins d'effets secondaires? Donc, pilule, stérilet, implant, voilà. il n'y a pas de contraceptif avec le moins d'effets secondaires. Il y a des contraceptifs qui sont adaptés à la patiente et chaque patiente a sa tolérance aux effets secondaires. La même pilule, deux patients différents, tu as une qui va te dire, docteur, ma libido est out, j'ai plus envie de mon homme. Ça me crée des conjugopathismes, ce qu'on va appeler des problèmes conjugaux. Là, je pense qu'il faut que j'arrête. La même année, l'autre doit te dire, bah, j'ai l'impression que rien n'a changé dans ma vie. J'ai plus de douleur, je vais super bien. Donc, c'est vraiment opérateur, non pas opérateur. Ça dépend de la patiente et du profil. Ouais. Marina, Il va te dire. ça dépend. Ça dépend de la patiente, ça dépend du profil. Même avec le même profil, la même molécule, tu as des effets totalement différents. Donc, Et vraiment, c'est pour c'est tous les médicaments, dépendamment ça. tous les Oui, médicaments. Donc, Oui, tous les dépendamment médicaments. de comment la patiente gère les effets secondaires, on verra ou pas réajuster, tout simplement. oui. Et quel est l'intérêt des pilules ostrogestatives dans la prise en charge des dystrophies ovariennes? Alors, déjà, il faut savoir c'est quoi la dystrophie ovarienne. C'est par là qu'il faut commencer. Alors, on va sauter bon, de manière gros, de vraiment ramasser, c'est une anomalie au niveau des ovaires qui va entraîner certains phénomènes, notamment une hyperestrogénie, l'augmentation de l'estrogène, et plein de répercussions, notamment sur le plan métabolique, sur le plan cardiaque. C'est vraiment un ensemble de choses. À quel moment la pilule intervient et de quelle manière? La pilule, la manière de poser la question, je suppose, un peu du corps. Il y a ce qu'on va Oui, appeler l'axe hypothalamo-hypophysaire, qui va gérer tout ce qui est cycle menstruel, tout ce qui est hormones, tout ce qui est règles. La pilule, de par son action, va bloquer cet axe hypothalamo-hypophysaire. En réalité, pendant la pilule, tout votre système est à l'arrêt ou en pause. Et tout ce qu'on va apporter comme hormone est de manière exogène, ce qui permet d'avoir un réel contrôle sur le cycle et donc de diminuer ses effets secondaires. Quand je prends le SOMP aujourd'hui, c'est certain qu'on a une hyperestrogénie. En bloquant l'axe hypothalamo-hypophysaire, avec l'effet de l'estrogène qui va arriver sur le SHBG et plein d'autres mécanismes, on réduit cette hyperestrogène. Chez la patiente, par exemple, qui aura un hirsutisme, une hyperandrogynie, donc des signes de masculinisation, on pourra choisir un contraceptif avec des anti-androgéniques, par exemple. Donc, c'est vraiment au cas par cas. Mais la pilule, de par son action sur l'axe hypothalamo-hypophysaire, va permettre d'arrêter tout ce qui est en excès, tout ce qui est stimulation excessive, et avoir un contrôle exogène sur l'axe hypothalamo-hypophysaire et réduire les effets. Mais je rajoute que la dystrophie ovarienne n'est pas le sujet juste d'un traitement hormonal. C'est beaucoup d'hygiène de vie, beaucoup d'hygiène de vie. Le sport, l'alimentation, les compléments alimentaires et l'inositol, plein de choses aujourd'hui qui entrent dans la prise en charge générale de ces pathologies. Donc, c'est pas que la pilule. je pense. Ah, ok. Il y a une dernière question. Quelle est la durée d'action de la pilule ostrogestative ou progestative tout simplement? Alors, durée d'action, ça dépend du temps durant lequel tu prends ta pilule. Une pilule oestrogestative. Et ce qui est intéressant, pourquoi je suis pro-pilule, c'est une des contraceptions. Dès que tu arrêtes la pilule, tout redevient comme si tu n'as jamais rien pris. Je ne parle pas de tout ce qui est sur risque et tout, mais je parle du cycle menstruel. J'ai des patientes que j'ai mis sous pilule pendant 5 ans. Elles ont voulu une grossesse, elles ont arrêté la pilule. Le mois qui a suivi, elles n'ont jamais eu leurs règles. Donc, l'effet dépendra de la durée d'exposition, du temps de prise. Tu prends ta pilule pendant 3 mois, tu auras un effet pendant 3 mois. Quand tu arrêtes le lendemain, tu n'as plus d'effet. Le corps met éventuellement 7 jours à pouvoir éliminer. D'où la fenêtre thérapeutique de 7 jours, souvent. Mais la durée de la pilule, que ce soit progestatif ou extra-progestatif, c'est le temps de l'utilisation. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions? S'il n'y a pas de questions, ben, je vais poser la dernière question et puis après, on va passer au mot de fin. Marina, tu as quelque chose à compléter? Non, non. Non. Bon. Pierrot, dernière Oui. question. Alors, quels sont les conseils que tu pourrais prodiguer aux femmes qui souhaitent prendre la pilule ou qui sont déjà ou qui envisagent ça, qui prennent ou qui envisagent prendre
des pilules, la pilule ostroprogestative. Alors, Oui. dans un premier temps, pour celles qui envisagent de prendre, c'est d'abord de savoir elles-mêmes quel est le réel besoin. Si c'est un besoin contraceptif, je ne leur dirai pas allez prendre la pilule, je leur dirai allez voir un gynécologue, discuter, qu'il détermine la contraception qui vous convient. Et si c'est la pilule, il choisira avec vous celle qui vous convient le mieux. Donc, c'est pour celles qui ne prennent pas de pilule et qui veut prendre la pilule. Pour ce qui est des femmes qui sont déjà sous contraceptif, alors c'est surtout d'attirer leur attention sur les signes d'alerte. Si à un moment vous commencez à avoir des migraines avec ou sans aura, une lourdeur dans les jambes, douleur du mollet, douleur thoracique, troubles visuels, faiblesse d'un membre, attention, allez voir rapidement votre gynécologue pour qu'on fasse le point. Aujourd'hui, le tabagisme est un des facteurs modifiables, sinon même le seul de tout ce qu'on a cité, c'est le seul sur lequel la patiente a un contrôle entre griffes. Donc, suggérer l'arrêt, et ça n'a pas encore commencé, n'est pas commencé. Le tabac, respecter la prise, parce que beaucoup d'échecs viennent de non-respect des prises, de l'heure et la régularité, et surtout, d'avoir en tête qu'il faut signaler toute nouvelle pathologie intercurrente, c'est-à-dire pendant que tu prends, s'il y a une nouvelle maladie qui s'est associée, si tu es devenu hyper tendu, il faut voir ton gynécologue pour savoir si la pilule est toujours adaptée. Si tu as fait un accident, si tu as été alité pendant longtemps, ou s'il y a tout ce qui est changement intercurrent pendant la prise de la pilule, il faut aviser le gynécologue pour savoir si la pilule que tu prends est toujours adaptée à ton nouveau profil, parce qu'à partir du moment où ça vient se rajouter, le profil, il change. Et surtout, ne pas passer à côté de tout ce qui est dépistage des cancers du col et du sein. Avec ou sans pilule, on garde en tête qu'on fait ses consultations annuelles, qu'on fait ses réévaluations et qu'on dépiste les cancers. Donc, en gros, voilà un peu ce que je veux dire. Merci Pierrot. Marina, mot de fin. Et puis, il y a une dernière question pour Pierrot avant qu'on ne ferme la session. Donc, mon mot de fin, ce serait qu'une chose à retenir, c'est que chaque approche doit être individualisée. On doit tenir compte du risque de la grossesse, du risque de la contraception, du risque cardiovasculaire de la contraception. Alors, Marina. Risque de... Marina, tu peux reprendre s'il te plaît? C'est bon? Non, on t'a pas entendu. Pierrot, tu as entendu ce que Marina a dit? Non. À un moment, ça a coupé. Donc, je reprends. Je disais que mon mot de fin, ce serait que l'approche doit être individualisée. On doit se baser sur le risque de la grossesse, le risque de cardiovasculaire de la contraception. Également, l'efficacité de la contraception chez notre patiente, mais aussi la volonté de la patiente, c'est-à-dire la préférence de la patiente. Je pense que les patients doivent être informés et décider aussi avec le médecin. Et je rejoindrai Pierrot quand il dit qu'il faut une réévaluation du risque cardiovasculaire des patients, généralement, que ce soit de la part du gynéco, que ce soit de la part d'un cardiologue, si jamais le patient a déjà un risque cardiovasculaire ou est suivi. Et également, il faudrait rajouter que chaque patiente devrait faire attention à son équilibre. Donc, comme a dit Pierrot, c'est les mesures hygiéniques esthétiques et alimentation équilibrée, éviter les facteurs de risque qu'on peut modifier, comme le tabagisme. Si vous n'avez pas fumé, ne fumez pas. Si vous fumez, arrêtez de fumer. Mais également le sommeil aussi, et faire des check-ups réguliers et écoutez-vous. Merci Marina. Le manque de sommeil est classé probablement cancérigène selon les siècles. Non, mais le sommeil, c'est un gros problème. Hein. Je vais bientôt refatiguer les gens avec le sommeil. Mais... On t'attend. Le sommeil, c'est un gros problème. Hein. On t'attend. Je suis clairement pas le bon candidat. Ah non, nous, les médecins, on est à très haut risque. Il y a un sommeil, là. Alors là, pas du tout. Alors, Pierrot. Oui. Dernière question et puis mot de fin. D'accord.
c'est Ronella qui demande, est-ce que la pilule du lendemain est une pilule oestrogestative? Non, la pilule du lendemain, généralement, c'est de la progestérone pure avec des doses qui sont quand même élevées. Donc, ça n'a rien à voir avec la pilule oestroprogestative. Et l'effet de la pilule du lendemain est plus efficace lorsque l'ovulation n'a pas encore eu lieu, parce que le principal mécanisme, c'est d'empêcher l'ovulation. Donc, celles qui tombent enceintes après pilule du lendemain, là, c'est qu'elles ont probablement ovulé avant de prendre la pilule du lendemain. Donc, c'est pas une œstroprogestative. Généralement, c'est de la progestérone pure ou des dérivés. Et qui peut être également utilisée même chez les patients qui ont un risque cardiovasculaire, parce qu'il n'y a pas d'œstrogène. Mot de fin? Je pense que tu as... Oui. Alors, mot de fin, bah, ce sur quoi je vais surtout insister, faites attention aux informations qui circulent sur Internet. Il y a beaucoup d'infox, il y a beaucoup d'informations juste pour avoir des clics, juste pour semer le doute, semer la panique. Et les seuls qui en paient le prix, c'est vous. Parce qu'aujourd'hui, une patiente qui est suivie pour une endométriose, qu'on va mettre sous contraceptif, sous pilule, quand elle lira ça, si elle arrête son traitement, c'est pas le médecin qui perd, ni celui qui a posté. Elle est la seule qui est perdante. Si vous avez des doutes, rapprochez-vous des médecins, discutez, ils auront forcément une réponse à vous donner. Et si vous n'êtes pas satisfait aujourd'hui, l'information elle est accessible. Elle est vraiment accessible. Donc, soyez curieux parce qu'il s'agit de votre santé. Cherchez, posez des questions, rapprochez-vous des professionnels pour avoir les réponses les plus justes et les plus éclairées possibles. Je pense que ça résume bien le live et la raison de ce live. Ouais. Et surtout pour les femmes, prenez soin de vous et faites attention à vous, surtout à ce que vous mangez, tout ce qui tourne autour de vous. Votre santé compte, contrairement à ce que les gens veulent faire croire, la santé de la femme aujourd'hui est au cœur de beaucoup de débats. Donc, il faut que vous sachiez qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour les femmes, même si on n'en parle pas. Donc, soyez curieux tout simplement par rapport à votre santé. Merci Pierrot, merci Marina. Marina, vive les vacances. Je te libère officiellement. On fait un live demain, non? La vie, c'est la vie. Tu nous montres juste. Oh oui, pour les vacances. Vive les vacances, hein. Vive les vacances, Marina. On se retrouve à la reprise. Et Pierrot, merci pour... Non, c'était un plaisir. Merci à vous surtout pour Pierrot, cette tu as été opportunité. copté, hein. On te donnera encore d'autres opportunités, ne t'inquiète pas. Ça, c'est sûr. Ne te cache pas. Ça, c'est sûr. Avec grand plaisir, ne t'inquiète pas. Et merci à tous ceux qui ont participé, tous ceux qui ont posé des questions, tous ceux qui nous ont suivis. Merci à tous et passez une excellente soirée. Excellente soirée. Et à bientôt. Ciao. À très bientôt. Ciao.